Bonjour à tous. Bien, nous allons sans plus tarder commencer donc cette troisième conférence de Dimitri Labourie, donc professeur invité au Collège de France, et toujours dans cette série sur ses propos sur l'art. Aujourd'hui, il va nous parler de l'artiste égyptien, un acteur majeur de la société pharaonique. Merci beaucoup, cher Laurent. Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui, malgré ce temps très saïdi. On se croirait en Haute-Égypte. Je vais vous amener progressivement d'ici la fin de mon cycle vers la Haute-Égypte. Mais aujourd'hui, je voudrais vous tenir un propos sur l'artiste égyptien. On passe de l'art, évidemment, vers la notion d'artiste. Et je vais commencer, ça va devenir une habitude, par un petit rappel, pour vous rappeler donc que nous avons, dans un premier temps, essayer de procéder ensemble à une évaluation externe ou de l'extérieur de l'art égyptien à l'aune de l'histoire de l'art général et de ses critères, même si ces critères sont éminemment discutables, pour nous rendre compte qu'il est nécessaire de recontextualiser dans la culture spécifique de l'Égypte pharaonique l'art égyptien, mais qui répond à tous ces critères. Et que dans cette perspective, on se rend même compte que l'art égyptien a une contribution littéralement majeure à apporter à l'histoire de l'art général. Dans un second temps, au début de cette semaine, je vous ai proposé une évaluation ou une tentative d'évaluation plus interne, plus émique de l'art égyptien, d'un point de vue donc et le plus égyptien possible et le moins occidentalo-centré. Et ça a permis en fait de bien mettre en évidence l'existence tout à fait indiscutable, selon moi, j'espère vous avoir convaincu, d'un discours sur l'art et les artistes dans l'Égypte ancienne, mais aussi d'une théorie, une théorie qui n'est pas explicite mais implicite, qui concerne le fonctionnement et les choix esthétiques qui fondent l'art égyptien, soit ce qu'on appelle en histoire de l'art un Kunstwollen, qui est caractéristique ou spécifique de cette culture. Et ce Kunstwollen spécifique à la culture pharaonique, on a vu qu'il traduit en fait une vision du monde et un rapport au monde qui sont spécifiques à la culture et que l'on peut effectivement reconstituer, même si ce n'est probablement que dans ces grandes lignes, les fondements en fait de cette vision peuvent être reconstitués. Et ça montre aussi l'intérêt de pratiquer l'histoire de l'art pour l'histoire culturelle et l'histoire intellectuelle ou des idées. Alors aujourd'hui, au sein de cette société pharaonique qui a tant investi dans l'art et dans la production artistique, je voudrais investiguer avec vous la place de l'artiste, de l'agent de réalisation de cet art manifestement si important, et argumenter auprès de vous qu'il s'agit d'un acteur majeur en fait de la société pharaonique. Alors, je dois évoquer ici le fait que ce dont je vais vous parler est le résultat d'un projet de recherche que j'ai lancé grâce à un mandat d'impulsion scientifique du FNRS il y a maintenant une quinzaine d'années, qui m'a permis d'un coup de booster en fait, de lancer mon équipe sur ces questions. Et vous aurez remarqué sans doute qu'il y a une rime plastique visuelle entre le logo de ce projet qui vise à étudier les pratiques picturales pour suivre à la trace en fait, les peintres. Une rime plastique donc entre ce logo et le visuel que j'ai utilisé pour le cycle de ces conférences. Et comme on m'a interrogé dessus, je voulais préciser qu'il ne s'agit pas d'une opération de restauration. C'est en fait un pinceau que nous avons trouvé en fouille dans les déchets du peintre qui a réalisé cette tombe-là. Et j'ai demandé à un collaborateur égyptien, Ali Gharib Ahmed, de tenir ce pinceau. Alors c'est un restaurateur, donc il sait bien qu'il ne doit pas toucher, juste comme s'il était en train de peindre. Et je me suis dit que ça le ferait un peu plus, comme diraient mes enfants, que ma propre main, mais ça vous donne aussi l'échelle de ce pinceau. Petite blague à part, j'en reviens à mon propos, et donc c'est sur la base de ce projet qui vise à essayer de comprendre en fait qui sont les artistes dans l'Égypte ancienne à partir des peintres, du cas des peintres de la nécropole thébaine de la XVIIIe dynastie, qui occupera mon dernier exposé la semaine prochaine, que j'ai construit en fait cette démarche pour essayer de comprendre qui sont les artistes dans l'Égypte ancienne. Alors, en guise de prolégomène, je voudrais rappeler qu'il y a toujours, en histoire de l'art, en termes de sociologie de l'art, autour de l'œuvre d'art, une structure, un trinôme qui gravite et s'articule autour de l'œuvre d'art, puisque toute œuvre d'art nécessite un commanditaire, un réalisateur,
celui qui va la faire concrètement, et bien entendu un public dont je vais très peu parler dans mon cycle. En préparant ces exposés, je me suis rendu compte que je ne vais pas trop en parler, mais le public est toujours intégré dans l'œuvre d'art. Der Betrachter ist im Bild, comme disait Wolfgang Kemp, un grand historien de l'art allemand. Il est toujours intégré en fait dans la conception de l'œuvre d'art. Donc, en termes de sociologie de l'art, gravitent autour de l'œuvre d'art ces trois pôles fonctionnels qui peuvent évidemment se démultiplier et se fusionner. Donc, il peut arriver, c'est pas si fréquent que ça, mais ça peut arriver que, en fait, le commanditaire soit son propre récepteur, c'est-à-dire qu'il fasse l'œuvre pour lui-même, notamment pour son délassement. Mais aussi, évidemment, on a des phénomènes assez rares aussi où le réalisateur devient le commanditaire. C'est une spécificité qui biaise notre regard. C'est une spécificité de l'art que nous appelons contemporain, où le réalisateur, l'artiste, a réussi à devenir son propre commanditaire. Dans le reste de l'histoire de l'art, et pour tous les grands, je prends ici l'exemple très français de Leonardo da Vinci, c'est un Italien bien sûr, mais qui est venu en France parce qu'il se cherchait un commanditaire, comme vous le savez, en la personne de François Ier. Donc l'artiste a besoin en fait de ce commanditaire pour fonctionner, et sans ce trinôme, eh bien, l'œuvre d'art n'existe pas. Alors, dans ce cadre et cette structure fonctionnelle avec ces trois piliers, ces trois piliers constituent en fait les conditions d'existence même de toute œuvre d'art. Et parmi ces trois piliers, il y en a un qui est plus important que tous les autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, notamment à cause du modèle de l'art contemporain, c'est le commanditaire qui est le plus important. Sans lui, il n'y a pas d'œuvre d'art, bien sûr, et c'est lui aussi qui fait l'artiste. L'histoire des signatures et l'histoire des artistes nous le montre très bien avec l'exemple de l'art grec de l'époque archaïque, où les premières signatures font apparaître qu'en fait c'est le commanditaire qui s'auto-thématise, comme on dit dans le jargon égyptologique, et puis ensuite il va faire intervenir le nom de l'artiste parce que c'est à son bénéfice. En fait, l'art sert à mettre en scène son prestige, et parmi les éléments de mise en scène de son prestige, il peut dire « j'ai un Kouros comme tout le monde », ici pour l'exemple de Kouros et Corée, mais le mien a été fait par monsieur un tel plutôt que par n'importe quel facteur d'image. Donc, on voit très bien qu'en fait, c'est le commanditaire qui dirige tout. Sans l'énergie économique qu'il met sur la table pour réaliser l'œuvre d'art, il n'y a rien. Et c'est lui aussi qui fait en sorte que l'artiste devienne reconnu comme tel au sein de la société égyptienne. Et c'est exactement la même chose, évidemment, dans l'art égyptien. L'art égyptien ne fait pas exception à cette espèce de règle en histoire de l'art général. Les signatures d'artistes nous le montrent très bien. Et notamment, je citerai juste ici l'exemple, enfin l'élément selon lequel on a des signatures d'artistes, des dizaines, même des centaines, dans le contexte de l'art privé en Égypte. Elles sont assez nombreuses. Par contre, on n'en a aucune en contexte royal. Pourquoi ? Parce qu'en contexte royal, il n'y a aucune émulation, puisque le roi possède à sa disposition tous les artistes, donc il n'y a pas besoin de mettre en évidence que son œuvre a été faite par tel ou tel artiste. Par définition, il a les meilleurs, alors que pour les membres de l'élite, il y a une compétition qui s'instaure, et on y reviendra sans doute encore la semaine prochaine. Et l'interaction entre le commanditaire et le réalisateur, ou celui que nous appelons l'artiste, est au cœur de la création artistique. Elle en constitue le moteur, bien sûr, mais elle en définit aussi les modalités. Je vais y revenir à plusieurs reprises dans mon exposé. Et l'art égyptien, une fois de plus, ne fait pas exception. Je prends un exemple ici dans l'art privé qui vous est peut-être familier, c'est la tombe thébaine 65 de Imi Seba. Alors on connaît ce monsieur Imi Seba de la 20e dynastie, c'est un archiviste de Karnak, est bien connu, et surtout on sait à qui il a fait appel pour décorer sa tombe. C'est la star artistique de l'époque, c'est Amenhotep fils d'Amenakté, qui est un peintre célèbre de la fin de la 20e dynastie à Der el-Médineh. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'étude que Thomas Bach a menée du décor de cette tombe révèle que la partie antérieure a été décorée dans un style de temple, qui est le domaine d'expertise d'Imi Seba, alors que le long passage vers l'Occident, le couloir, est décoré dans un style et une iconographie qui s'inspire de l'iconographie spécifique de Der el-Médineh, qui est elle-même inspirée de ce qu'on trouve dans les tombes de la Vallée des Rois. Et donc on a vraiment une rencontre, un dialogue entre l'artiste et son commanditaire. La même chose s'applique aussi dans le domaine royal. Je fais revenir une fois de plus à l'écran cette scène de la tombe du vizir Séti Ier qui vient inspecter les ateliers et s'assurer qu'on a bien suivi les directives royales.
Et nous avons vu dans les exposés précédents que l'inspection des ateliers royaux, l'inspection des chantiers royaux est un thème récurrent dans la documentation pharaonique. J'avais cité le cas de Débéini, qui est le chef des travaux de Mykérinos, qui fait état d'une visite de Mykérinos sur le site de sa pyramide pour en évaluer l'achèvement avec le directeur de ses sculpteurs et de simples sculpteurs. Et nous avions vu également les lettres ou décrets royaux adressés par Djedkare Izezi à Senedjem Ibn Inti, qui est aussi un autre directeur des travaux de l'Ancien Empire, et où le roi venait inspecter en fait l'état d'achèvement des travaux qu'il avait commandités et complimenter son chef des travaux pour lui dire qu'il avait un talent exceptionnel pour réaliser ces travaux. Donc, comme dans le reste de l'histoire de l'art, quelle que soit la culture considérée, dans l'Égypte antique, l'interaction entre le commanditeur et l'artiste reste bien au cœur de la création artistique, en constitue le moteur et en définit les modalités. Nous retiendrons donc, pour la suite de l'exposé, que l'acteur essentiel dans la structure fonctionnelle et agentive de la production artistique, c'est évidemment le commanditaire. Contrairement à ce que nous aimons à penser, c'est le commanditaire et pas vraiment l'artiste, là aussi, comme dans tout le reste de l'histoire de l'art, sans la moindre exception. Ça veut dire que étudier l'artiste, c'est aussi ipso facto et nécessairement étudier son commanditaire. Et ça me permet de passer à mon point suivant, qui est le statut et la reconnaissance sociétale de l'artiste dans la société égyptienne. On l'a vu ensemble, la proximité avec le roi, qui est la pierre angulaire de toute valorisation sociale dans l'Égypte ancienne, est omniprésente dans la documentation pharaonique. On avait vu des exemples dans la documentation de l'Ancien Empire qui traduisent en fait une reconnaissance et un statut non négligeable et même très enviable au sein de la société pharaonique. J'en veux pour indice complémentaire que l'élite peut d'ailleurs se portraiturer elle-même dans le rôle de l'artiste. C'est le cas ici du vizir Mererouka. Je vous rappelle que le vizir, le Tchaati en égyptien, c'est le second dignitaire de l'administration en dessous de Pharaon. Et dans le premier tableau que vous avez en point rouge sur le plan du mastaba de Mererouka que vous découvrez en entrant dans la tombe gigantesque de Mererouka, c'est lui en train de peindre. L'élite, donc, peut se portraiturer dans le rôle de l'artiste. Les enseignements enjoignent d'ailleurs leurs lecteurs, qui font partie de l'élite, à récompenser l'artiste qui œuvre pour eux, et l'élite prétend régulièrement s'être confortée à ce principe à travers toute l'histoire de l'art égyptien. C'est très fréquent à l'Ancien Empire. Ici, je vous donne un exemple du Nouvel Empire. Certains éléments permettent en outre de préciser la position ou le statut des grands artistes au sein de la société pharaonique. C'est par exemple le cas pour le directeur des travaux et sculpteurs du roi Thoutmose, que nous avions vu déjà ensemble, et dont les vestiges archéologiques du domaine permettent d'aller un peu plus loin, puisqu'on peut qualifier sociologiquement le statut de ce type de maître ou chef artiste, qui était directeur des travaux du roi, et comme vous le savez maintenant, portraitiste de Akhenaton et de sa famille royale, donc Néfertiti, et à la tête de ce que je n'ai pas hésité à appeler une PME artistique à l'époque. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier son domaine ? Eh bien, en fait, il y a une étude par Christian Titz de la typologie des maisons à Amarna qui permet de les répartir en 3 grandes catégories, en fonction de toute une série de critères, avec la taille des briques, des murs, le type d'annexe qu'on trouve dans les maisons. Et vous avez 3 grandes catégories qui correspondent à une classe qui n'est pas économiquement autonome, une classe qui a une certaine autonomie qu'on pourrait appeler la classe moyenne, c'est à peu près un gros tiers de la société, et puis l'élite qui fait moins de 10%. Et quand on regarde la typologie de la maison de Thoutmose, en fait, elle se situe précisément à cette frange, à la frange inférieure en fait, de l'élite. J'y reviendrai tout à l'heure, on a d'autres indices qui vont dans ce sens. Par ailleurs, les études en plâtre découvertes dans l'atelier de Thoutmose que j'ai évoqué lors de mon premier exposé, qui ont été retrouvées dans l'annexe de la salle de réception de Thoutmose, on va la voir dans un instant, assurent qu'il ne travaillait pas exclusivement pour la royauté. C'est un chef des travaux du roi, c'est écrit en bas à droite de ma diapositive, mais ce qui est intéressant, c'est l'excroissance par rapport au tableau typologique que je vous montre, où vous avez à droite des particuliers qui étaient manifestement les clients de Thoutmose. Donc il semble que, et c'est en réalité parfaitement logique, les grands artistes de la couronne pouvaient travailler aussi pour l'élite.
en dépit des titres de Toutmose, ou peut-être grâce à ces titres, il pouvait en fait aller chercher une clientèle privée. Et quand on regarde la maison de Toutmose, voilà, c'est un type de maison ce sont des maisons qui sont très standardisées en fait à l'époque. Vous avez une maison avec exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions. Ce qui frappe pour l'atelier ou le domaine de Toutmose, c'est que la salle d'apparat est particulièrement grande. J'en avais discuté avec des collègues britanniques qui travaillent sur le site, qui m'avaient expliqué que c'est comme si Toutmose voulait faire croire, une fois qu'il a des invités dans sa maison, qu'elle est plus grande que ce qu'elle n'était. Et cette salle d'apparat, elle a même obligé les architectes à réduire la place pour les appartements privés. Donc c'est tout à fait volontaire, c'est dans le mandat de cette maison. Et cette salle, c'est la salle d'apparat dans l'annexe de laquelle on a trouvé les études en plâtre de Toutmose. Ça veut dire qu'en fait, on est face à sa boutique, c'est là qu'il recevait les membres de l'élite, où il pouvait jouer du fait qu'il était le sculpteur du roi. Et donc j'avais fait, il y a deux semaines, un parallèle avec Raphaël et Rubens, et il se révèle extrêmement pertinent, en fait, ce parallèle, puisque, vous le savez, Raphaël Sanzio ou Pierre-Paul Rubens aussi étaient les grands artistes de Mécène, comme Jules II et Léon X pour Raphaël, ou les Habsbourg et Marie de Médicis pour Pierre-Paul Rubens, et c'est grâce à ce statut qu'ils allaient chercher des clients qui leur permettaient d'assurer leurs revenus. On est dans quelque chose qui est très classique, en fait, en histoire de l'art. Alors, je continue. Le directeur des sculpteurs du roi Hatiai, dont le monument est conservé ici au Rijksmuseum van Oude Eeden de Leyde, fait également partie de ces artistes qui se présentent comme des membres de l'élite. Il se présente comme un proche conseiller du roi. Il se vante même de manger à la table du déjeuner royal. Et il fait état du fait que le souverain l'a envoyé à travers toute l'Égypte pour refaire les statues de culte des divinités après l'épisode du règne d'Akhénaton. Autre exemple, le maître artiste des barques sacrées se présente comme Hemu-Ur, le maître artiste des barques sacrées, Iuna, dont la stèle est conservée au British Museum, qui était le fils d'un autre maître artiste et surtout qui présente un titre extrêmement intéressant, celui de Kered-en-Kab, enfant du sérail, c'est-à-dire cette petite classe particulière qu'on constituait autour du pharaon. Ça signifie que le fils d'un artiste pouvait côtoyer le futur roi dès l'enfance. Il pouvait faire partie de cette petite classe autour du pharaon. Et d'ailleurs, nous avons quelques indices, comme ces palettes de princesses amarniennes, qui laissent penser que les arts faisaient partie en fait, du programme éducatif prodigué aux enfants royaux. Et soit dit en passant, ce sont les deux seuls éléments qui attestent d'une activité picturale au féminin dans l'Égypte ancienne que j'ai pu rassembler dans toute la documentation que j'ai brassée jusqu'à présent. Mais ce sont des princesses, on ne peut pas dire que ce sont des femmes artistes, évidemment. Par ailleurs, le cas d'Iuna, il illustre donc la transmission des métiers de père en fils, qui est très très importante dans toute la structure sociale de l'Ancien Régime, avant la révolution industrielle, et l'Égypte ne fait pas exception, bien entendu, mais aussi la mobilité des grands artistes à travers le pays, puisque Iuna a lui aussi été envoyé en mission par le roi pour faire des barques sacrées des dieux à travers le royaume. Alors ceci est en parfaite contradiction avec la première strophe, la première affirmation de la satire des métiers qui nous dit qu'on n'a jamais vu un sculpteur envoyé en mission. En fait, c'est complètement faux, évidemment. La documentation égyptologique permet de le montrer et nous rappelle que c'est un autodiscours de scribe, écrit par des scribes, pour des scribes, à propos de scribes. Donc évidemment, le scribe est le meilleur. Et en effet, on a dans la documentation égyptologique un nombre difficilement quantifiable d'exemples d'artistes d'institutions royales qui ont été dépêchés en mission par le souverain pour des missions royales, pour des projets royaux, mais aussi depuis la résidence pour des projets de particuliers. Manifestement, les artistes égyptiens voyageaient beaucoup et pouvaient être envoyés en mission artistique un peu partout, et même en dehors de l'Égypte. On a en effet des attestations d'artistes qui accompagnent des expéditions militaires, je dis bien militaires, puisque ici on a un peintre d'Amon qui a signé ce graffito sur l'île de Séhel lors d'une expédition militaire à l'époque de Hatshepsut, et on a même des indices d'artistes qui sont envoyés à l'étranger, comme ici dans une correspondance avec la cité d'Ougarit, peut-être dans des missions à caractère un peu diplomatique, ce qui nous rappelle Pierre-Paul Rubens.
Alors la mobilité peut se faire aussi c'est-à-dire vers l'Égypte. On a un cas très très intéressant avec la stèle du directeur des peintres d'Amon, Dédia, ici au musée du Louvre, qui traduit en fait une immigration d'artistes vers l'Égypte, puisqu'il fait état de son arbre généalogique et qu'on voit que sur 7 générations, ils ont été au sein de cette famille des chefs des peintres d'Amon. Il a en plus 2 fils qui sont déjà peintres d'Amon, qui vont sans doute lui succéder. Mais les 2 premiers, vous voyez, ils sont écrits en translittération, ils ont des noms sémites, ce sont des proche-orientaux, le premier s'appelant Pechbaal, et ils sont probablement proches du point d'immigration, puisqu'ils gardent encore leur nom levantin, alors que la suite de la famille va passer à des noms plus égyptiens. Et dès l'introduction, en fait, ils sont tout de suite chefs des peintres d'Amon. Donc il y a une énorme mobilité géographique, mais aussi une mobilité sociale au sein de la production artistique égyptienne. Je citerai ici le cas qui m'est cher de Paheri Delkab, qui est connu comme peintre d'Amon dans la tombe de son grand-père et dont on peut suivre en fait la trajectoire, puisqu'il va devenir gouverneur en fait de sa région natale, le district d'Esna et d'Elkab où il est né. Et lui aussi n'était pas le fils d'un artiste, c'est le fils d'un précepteur des enfants royaux. Et dans son inscription autobiographique, il précise que son kalam a fait de lui une célébrité. Un rechechi en égyptien. Et le kalam, évidemment, c'est le nom de l'instrument qui sert tant à écrire qu'à peindre, et il y a sans doute un jeu de mots qui est voulu, selon moi, de la part de Paheri. Alors, on ne peut pas évidemment escamoter une fois de plus l'exemple incontournable de la stèle d'Irtisen, toujours au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, qui était directeur des artistes, peintres et sculpteurs, très fanfaron, très fier de ses compétences, et qui les liste, vous le savez sans doute, la structure même du texte, elle est basée sur la répétition d'une formule « iu reku », « il se fait que je sais », et il liste en fait les différentes compétences pour lesquels il peut être valorisé, qui sont les 4 critères en fait extrêmement intéressants pour valoriser un artiste dans l'Égypte ancienne comme à l'époque actuelle. Alors peut-être religieuse, on pourrait le supprimer, mais des connaissances savantes, c'est le cliché du doctus pictor, du peintre savant, inventé à la Renaissance, maîtrise des proportions, expertise iconographique pour les capacités proprement artistiques, et évidemment des compétences techniques, parce qu'il faut les réaliser matériellement. Et donc, tous ces artistes rendus célèbres par leur kalam sont des maîtres. Ils sont membres de l'élite et proches du roi. Ils sont des praticiens d'une activité qui est manifestement socialement valorisée et ils ont des compétences reconnues par la société. Mais ce sont tous, en fait, des chefs ou des directeurs. Ce sont tous des maîtres artistes et ça ne rend pas compte, évidemment, de toute la diversité de la production artistique. Et donc, mon point suivant consiste à insister sur le fait que nous avons affaire à ce que j'ai décidé d'appeler une catégorie professionnelle, c'est beaucoup plus large, j'aurais dû dire des catégories professionnelles, qui sont très diversifiées et surtout hiérarchisées. Alors comment peut-on évaluer cette hiérarchisation au sein des métiers de l'art à travers la documentation égyptologique ? Le critère et le réflexe de tout égyptologue va être évidemment d'utiliser les titres de ces personnages, et effectivement, je vous le disais il y a un instant, ce sont tous des chefs, en fait, ce sont tous des chefs artistes. Donc les titres nous permettent d'avoir cette autodéfinition sociétale de la part des personnes concernées. Par ailleurs, nous avons d'autres signes de leur succès, outre la proximité avec le roi, bien sûr, c'est la notion de l'accès à la mort écrite ou à la mort monumentale qui a été introduite par Estelle Doudet en 2005 dans un ouvrage édité par elle aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne, donc ici juste à côté à nouveau, qui consiste à relever que tout le monde n'a pas accès à la commémoration scripturale ou monumentale et qu'en fait c'est un indice qui permet d'évaluer la puissance sociétale des gens. Alors effectivement, pour les artistes, on a, comme ici à Saqqara, et je prends à nouveau des exemples parisiens à dessein évidemment, mais ils sont pertinents, à Saqqara, la tombe du chef des orfèvres Iménéminet, dont un des fragments se trouve au département des antiquités égyptiennes du Louvre. Ici, je prends un exemple avec un autoportrait de lui sur sa stèle qui se trouve au musée du Caire, où on a ces titres
Donc il est chef des artistes et chef des orfèvres. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'il est fondamentalement chef des orfèvres, mais il se revendique de ce titre particulier, de cette compétence, cette valeur particulière de Hémou que j'avais évoquée lors de mon premier exposé. Et on constate que les orfèvres dans l'Égypte ancienne ont un statut particulièrement enviable, surtout au Nouvel Empire, qui est une époque où il y a beaucoup d'or en Égypte, comme vous le savez certainement. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil et un renvoi aux travaux de l'une de mes anciennes doctorantes, qui est aujourd'hui chercheuse post-doctorante, Alizée de Villers, qui a travaillé sur les auto-représentations des praticiens de la Hémout, une thèse qui a été défendue à l'Université de Liège en 2021, et qui a permis de rassembler plus de 700 représentations individuelles d'artistes, près de 900 attestations nominatives de ces artistes. Donc c'est pour vous donner l'ampleur en fait, du corpus. Quand on dit qu'il n'y a pas d'artistes dans l'Égypte ancienne parce qu'ils ne signent pas, ça suscite chez moi évidemment un léger sourire. Alors ce type de rassemblement statistique permet justement de faire un petit peu des statistiques qui sont, c'est quand même pas des vraies statistiques avec des p-values, hein, ce sont des statistiques archéologiques, c'est-à-dire qui donnent des ordres de grandeur. Et on voit que les produits de commémoration monumentale privilégiés par les artistes, c'est surtout les stèles. Les stèles qui constituent en fait des produits d'entrée de gamme dans l'accès à la mort monumentalisée par rapport par exemple aux tombes. Donc on constate que tout le monde ne peut pas avoir accès à une stèle. Avoir une stèle c'est déjà fort bien, avoir une statue ça coûte plus cher et avoir une tombe qui rassemble éventuellement les deux précédentes catégories c'est encore mieux. Alors on constate que les artistes, quelle que soit leur catégorie, que ce soit les peintres, dessinateurs, les sculpteurs ou les travailleurs des métaux, hein, les joailliers et orfèvres, ont la majeure partie de leurs attestations à travers des stèles. Et ça signifie en fait qu'ils font partie d'une catégorie socio-économique qui est comparable à celle... Oups, pardon. Voilà. Qui est comparable à celle du sculpteur Toutmose, c'est-à-dire qu'on se situe à la frange entre la classe moyenne et la partie inférieure de l'élite. Donc c'est assez cohérent. Les artistes font partie de cette frange inférieure en fait, de l'élite. Par ailleurs, il faut souligner que ces stèles, elles sont souvent très particulières. Elles servent à indexer littéralement le statut de l'artiste sur un plan visuel. Si vous savez lire les hiéroglyphes, on sait que ce n'est pas la majeure partie des citoyens de l'Égypte ancienne, eh bien, vous pouvez lire leur titre, mais si vous ne savez pas le faire, en fait, vous voyez que ce sont des stèles qui sont particulières, qui jouent avec la typologie égyptienne. Ce sont des stèles statues, des stèles naos, y compris celle d'Irtisen, dont la partie inférieure est traitée comme un naos qui s'ouvre avec deux vantaux de porte pour la représentation d'Irtisen. Donc on joue sur les codes de l'art pour montrer, attention, c'est une stèle, mais ce n'est pas une stèle de n'importe qui, c'est la stèle en fait d'un artiste. Et donc il joue sur ce que Roman Jakobson a défini comme l'effet poétique, c'est une sorte de surprise en fait qui attire l'attention parmi toutes les stèles qu'on pouvait imaginer autour de ces stèles-là et qui indexe le prestige de l'artiste visuellement. Quant aux tombes, on a quand même pas mal de tombes d'orfèvres, hein, je l'évoquais tout à l'heure avec le cas de la tombe d'Aménémoné ou Iménéminet à Saqqara, et on constate que pour les sculpteurs, plus régulièrement, comme pour les peintres, on a affaire à des tombes mutualisées, c'est-à-dire qu'on a des peintres ou des sculpteurs qui se mettent ensemble pour avoir une tombe commune, même s'ils ne sont pas de la même famille, ils sont manifestement des amis et en tout cas des collègues. Donc ça permet, vous voyez, de calibrer en fait les différentes catégories professionnelles au sein de la pyramide sociétale égyptienne. Alors à côté des titres, donc on a vu, il y a l'accès à la mort écrite ou monumentale. Il y a aussi évidemment les compétences et ce que je vais appeler l'autonomie artistique, la capacité de créer, j'ai envie de dire, un peu tout seul. On l'a vu, Irtisen nous donne en fait les clés d'analyse de cette compétence artistique selon des critères émiques, selon les critères des Égyptiens, c'est-à-dire connaissance savante et religieuse, indispensable puisque ces monuments sont avant tout des monuments à finalité religieuse, des tombes et des temples principalement, et donc il faut connaître le fonctionnement de ces objets, le fonctionnement de la religion égyptienne un minimum, sinon vous allez faire n'importe quoi. Si vous imaginez, vous avez quelqu'un qui ne connaît rien à la chrétienté, qui au temps moderne fait des représentations du Christ, il va être à côté des écrits et ça ne va pas
fonctionner évidemment. Il y a une maîtrise proprement artistique des aspects plastiques, la maîtrise des proportions et l'expertise iconographique, je vais y revenir dans un instant, et puis les compétences techniques. Alors il est assez intéressant, et je réutiliserai ce critère par la suite parce que je suis égyptologue et que est égyptologue celui qui lit les hiéroglyphes. Il est assez intéressant que Hirtisen insiste en toute première mention de critères sur le fait qu'il connaît les secrets des Medu Neter, c'est-à-dire de l'écriture hiéroglyphique. Alors, la plupart des artistes que nous avons détectés à travers leur accès à la mort monumentale ou écrite sont certes des supérieurs dans leur fonction. Mais ils arborent systématiquement, vous pouvez le voir à l'écran, des titres de la haute prêtrise, notamment prêtres ritualistes, mais aussi scribes des écrits divins, dont on sait que ce sont précisément des spécialistes de l'écriture hiéroglyphique. Donc ils attestent en fait d'une maîtrise hiéroglyphique que Hirtisen thématise explicitement. Donc souvent ils ont ces titres et d'autres n'hésitent pas à se représenter dans l'exercice de fonctions sacerdotales, indexant plus visuellement, moins textuellement en fait leur statut de savant, de lettré, et comme tout savant dans l'Égypte ancienne, ils étaient dotés de compétences religieuses et de prêtrise, puisque tout caractère savant passe par la religion dans l'Égypte ancienne. Ces compétences savantes et religieuses sont évidemment indispensables, je le disais il y a un instant, pour pouvoir réaliser des œuvres efficaces, que ce soit des tombes, des temples ou des stèles. Et puis, très régulièrement, en fait, l'affichage de ces compétences savantes, notamment hiéroglyphiques, est réalisé de façon un peu plus subtile, de façon un peu plus visuelle que simplement le placarder à travers un panneau hiéroglyphique « Je sais lire les hiéroglyphes ». Alors, je prends un exemple qui m'est cher aussi, et je prie d'excuser ceux qui m'ont déjà entendu l'évoquer. Il y a quelques exemples que j'ai déjà présentés, notamment ici à Paris. C'est la tombe du jardinier d'Amon, la tombe thébaine 161 d'un certain Acte qui date de la 18e dynastie, juste avant l'épisode amarnien, probablement à l'époque d'Amenhotep III. C'est une tombe monocamérale, c'est une petite tombe. Ici, vous avez un effet grand angle qui donne de l'ampleur à la tombe. C'est un personnage qui ne devrait pas avoir une tombe, un simple jardinier. On a très peu de jardiniers qui sont attestés dans notre documentation. Ils n'arrivent pas au seuil de cette valorisation par la mort écrite ou la mort monumentale, mais lui, il y est parvenu, probablement parce qu'il avait dans son cercle d'amis un excellent peintre. En effet, on constate que donc c'est un jardinier d'Amon. Il travaille dans le domaine d'Amon. J'y reviendrai sans doute dans mon exposé de la semaine prochaine, et c'est probablement un peintre d'Amon qu'il connaissait, qui était un de ses collègues et un de ses amis. Et donc dans cette tombe, on a une maestria artistique tout à fait exceptionnelle, bien plus belle parfois que dans certaines tombes de vizirs, et surtout, en fait, l'artiste s'est investi dans son mandat, puisque c'est la tombe où vous allez trouver les bouquets floraux les plus sophistiqués et les plus exubérants de toute l'histoire de l'art égyptien. Des bouquets floraux, j'en ai discuté avec un ami qui est très égyptophile et fleuriste, qui m'a expliqué que ça ne peut pas tenir, en fait, ce sont des inventions figuratives, évidemment, on ne saurait pas les réaliser, vous les voyez ici, et la scène où le bouquet est le plus exubérant, c'est celle où il se présente devant Osiris, Hathor et Ahmès Nefertari. Et dans cette scène, quand on regarde les titres de notre jardinier, qui a un titre un petit peu plus honorifique, qui est « Porteur des offrandes florales d'Amon », bien on constate qu'il n'a pas écrit « Porteur des offrandes florales d'Amon » en toutes lettres, si j'ose dire. Il l'a écrit à travers un hiéroglyphe qu'il a inventé, ce peintre, puisqu'il a utilisé des signes qui existent, le signe de l'homme qui lève les mains vers le ciel. Il a apposé dessus le signe de l'offrande pour Hetep, les offrandes florales, et puis il a rajouté des bouquets floraux. Et on constate que dans le reste de la tombe, il a varié sur cette idée, il est capable d'inventer de nouveaux hiéroglyphes. Donc on n'est pas à l'époque ptolémaïque, on est à la 18e dynastie, et on a affaire à un peintre extrêmement savant qui a, je l'ai souvent dit à mes étudiants, un PhD en égyptologie pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc une maestria picturale, une maestria hiéroglyphique qui est mise en scène dans une tombe de quelqu'un qui est personne dans la société, en fait, dans la hiérarchie sociale égyptienne. Alors, cette excellence savante et hiéroglyphique qu'on voit dans la réalisation des grands maîtres, il faut être bien conscient que ce n'est pas toujours le cas.
évidemment. Et on a quelques fenêtres qui nous permettent de voir en fait le reste de la production artistique, qui nous permettent de lever un coin du voile. Et je viens ici à Deir el-Médine de la 18e dynastie, où on a très très peu de tombes décorées, et notamment cette tombe qui est peut-être la plus ancienne, qui est en tout cas la plus petite, la tombe thébaine 340 d'Amenemhat, réalisée par son fils, son pieux fils, j'ai envie de dire, Sénéfer. Alors c'est une tombe qui a été étudiée par ma collègue et concitoyenne Nadine Cherpion pour le compte de l'IFAO, dont le programme décoratif, quand on l'analyse, il est d'une simplicité tout à fait basique, en fait. Quand on regarde le programme iconographique, il est directement inspiré des stèles de l'époque, c'est-à-dire le B.A.B.A. pour ce type de stèle, pas toutes les stèles, mais pour ce type de stèle, le B.A.B.A. de la décoration, avec le défunt et son épouse qui reçoivent des offrandes et l'adoration devant les dieux de l'au-delà, Osiris et Anubis, assez typiquement en composition symétrique. Ce qui est intéressant, c'est que cette tombe, elle est signée. Elle est signée par Sennefer, puisque je vous ai dit qu'elle a été réalisée par Sennefer, qui a écrit un petit panneau de texte qui est truffé de fautes. Ça a été brillamment étudié par le regretté Jean-Marie Kruchten de l'Université libre de Bruxelles. Dans la publication de Nadine Cherpion, vous avez la référence à l'écran, qui a bien mis en évidence que, en fait, les signes sont souvent très fautifs, qu'il a appris par cœur des formules hiéroglyphiques du type Hetep-Dinizut, la base de ce qu'on apprend au premier cours de hiéroglyphes à nos étudiants, qu'il les répète et qu'il essaye de les corriger en utilisant un principe que je vais vous rappeler ici, qui est le principe de l'abjad, c'est-à-dire un principe d'acrophonie où on prend un signe et d'un signe on va utiliser uniquement la première consonne pour en faire une sorte de monolithaire, si vous voulez, ou d'unilitaire. Et donc on voit qu'il a compris comment fonctionne le système hiéroglyphique, mais manifestement c'est un autodidacte. S'il avait appris dans une école de scribe, il n'aurait jamais écrit comme ça. Et donc ces fautes trahissent en fait son niveau d'expertise et nous montrent qu'il y a des gens qui peuvent venir toucher le milieu hiéroglyphique sans être nécessairement formés en tant que scribes, qui sont en dehors de leur zone de confort. Alors ça nous rappelle un principe que j'avais énoncé dès mon premier exposé, un principe sacro-saint, intangible en histoire de l'art, c'est que le nombre d'acteurs impliqués dans la production d'une œuvre est directement conditionné par l'ampleur de cette œuvre. Alors il y a toujours un contre-exemple qu'on peut invoquer, c'est celui de Michel-Ange, mais Michel-Ange était un cas très particulier, on connaît un peu son profil psychologique. Il a mis 4 ans pour faire la voûte de la chapelle Sixtine, ce qui veut dire que si on calcule, c'est moins d'1 mètre carré par jour. Ça nous rappelle que si vous voulez faire des monuments gigantesques, il vous faut en fait une armée d'acteurs de la production artistique. Et c'est évidemment ce que les pharaons ont très vite compris. Et donc, face aux stars, aux grands artistes renommés qui sont reconnus, comme ici, je prends à nouveau Amenhotep, fils d'Amenakté, à la 20e dynastie, pour rester dans l'orbe de Deir el-Médine, eh bien, il faut ne pas oublier qu'il y avait des petites mains qui ne sont pas nécessairement à négliger, qui sont des experts, mais qui sont avec une autonomie artistique qui est limitée. Et ici, Sennefer, il a essayé de sortir de sa zone de confort pour faire un monument pour son père. Il s'est essayé à faire des légendes hiéroglyphiques, il s'est essayé à faire un programme iconographique, et c'est un peu raté. C'est à la limite, il a une note passable, si vous voulez, si vous voyez les proportions, en fait, alors, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaiement l'art du mélange des pigments, par exemple. J'ai eu la chance d'aller visiter cette tombe, accroupie, parce qu'elle est toute petite. Je ne pourrais pas m'y tenir debout, donc il manie parfaitement les aspects techniques de la peinture, mais quand il doit faire une iconographie pour laquelle il n'a pas été formé, eh bien, on voit que ça commence à coincer. Et donc, pour mener à bien sa très ambitieuse politique monumentale, Pharaon avait nécessairement besoin d'une gigantesque main-d'œuvre artistique, ce que je n'hésite pas à appeler une task force artistique, une véritable armée de producteurs des arts, parmi lesquels tous n'étaient pas des artistes évidemment, et c'est ce que je propose d'appeler une art force. Désolé de l'anglicisme ici à Paris, mais c'est une task force vraiment artistique.
Et dans l'Égypte ancienne, comme dans tout le reste de l'histoire de l'art, je le rappelle, je le disais tout à l'heure, c'est l'interaction entre le commanditaire et le réalisateur ou l'artiste qui est au cœur de la création artistique. Elle en constitue le moteur et elle en définit ses modalités. Et donc vous voyez très bien que, en fait, dans la production égyptienne, on doit penser la production à travers ce modèle-là. Et si le commanditaire est un roi ou si c'est un membre de l'élite, les modalités de fonctionnement et de création de ces œuvres sont totalement différentes. Et je pense qu'ici, on touche en fait quelque chose qui est au cœur du système de la société pharaonique. Et j'y vois un relais, si vous voulez, avec le système d'organisation qui a été mis en place à la 4e dynastie et que Pierre Tallet a pu mettre en évidence avec l'étude des papyrus de Merer, trouvés au Wadi Jarf, qui montre qu'en fait la société pharaonique constituait des bataillons de spécialistes en fonction de ses besoins, et puis il va déplacer et employer ces bataillons de spécialistes en fonction des desiderata ou des besoins de la politique de Pharaon. Alors, comment peut-on étudier ou même simplement détecter ceux que je vais appeler les subalternes de la production artistique qui devaient numériquement constituer l'essentiel de l'art force pharaonique ? Ce sera mon point suivant, les subalternes de la production artistique. Dans certaines circonstances, ils peuvent être nommément identifiés. Ça arrive, comme c'est le cas dans cette scène de la tombe du vizir Pazer que j'ai évoquée à plusieurs reprises, y compris en début de mon exposé. En effet, quand on regarde dans les détails de la scène, on se rend compte qu'on a des sous-scènes, des scénettes où les personnages sont identifiés. C'est le cas du peintre Amenwarsou en haut, qui est peut-être le futur propriétaire de la tombe Tébène 111, et de l'orfèvre Néfer-Er, dont je ne connais pas la trace par ailleurs. Mais il s'agit en fait en général de spécialistes. En plus, cette scène est assez particulière dans l'histoire de l'art égyptien. On est juste au lendemain de l'épisode atoniste, où les effets de réel, les effets anecdotiques sont plus présents, et donc ça peut justifier aussi ce type d'exception. Mais ça arrive, et en général, ce sont des spécialistes qui ont de ce fait pu accéder à une certaine individualisation. Ce qui me fait penser à ça, c'est les ostracas administratifs qui comptabilisent le travail des ouvriers sur place, comme ici un ostracone qui vient des fouilles de la mission archéologique belge dans la nécropole thébaine, dans la tombe thébaine 29, même s'il est relatif à la réalisation de la tombe thébaine 95 de Méry, et qui seront prochainement publiés par André Agnirs. Vous avez un listing en fait des ouvriers qui travaillent, des personnes qui travaillent sur le chantier. Les ouvriers, si je peux les appeler comme ça, ou les artisans, sont simplement appelés des hommes. Donc les carriers, 2 hommes, on les comptabilise comme ça. Par contre, les peintres, vous voyez en bas à droite en gras, ils sont nommément identifiés. Ce qui fait un peu penser aussi à la Rome du XVIe siècle, quand on disait Raffaello ou Leonardo, tout le monde savait de qui on parlait. Évidemment, ils sont identifiés comme des stars. À part quelques exceptions, comme Sennefer, qui est une sorte d'ovni finalement dans le paysage artistique ou le paysage des artistes égyptiens, lui qui a cherché à sortir de sa zone de confort pour manifester une piété filiale très très forte vis-à-vis de son père, eh bien la majorité de ces techniciens ou acteurs essentiels de la production artistique, ils restent aujourd'hui anonymes, aussi anonymes qu'ils étaient sans doute nombreux. Mais ceci nous rappelle peut-être aussi qu'en termes d'histoire de l'art, l'enjeu consiste moins à nommer l'artiste, même si c'est ce à quoi nous entraînons nos étudiants, qu'à le qualifier, qu'à lui rendre ses couleurs, désolé pour le jeu d'images, qu'à lui rendre ses couleurs, à essayer de comprendre qui ils étaient au sein de la société, plutôt que savoir qui s'appelait Amenhotep ou Ptahmos. À la limite, ce n'est pas très très intéressant. Et il est impossible de dire si ces gens se considéraient ou étaient considérés comme des artistes Hémou, d'autant plus qu'ils n'ont pas eu accès à l'écrit et à la commémoration écrite. Donc comme ils ne laissent pas de témoignages, on ne sait pas savoir s'ils se considèrent comme des Hémou ou s'ils sont considérés comme des Hémou. Je propose quand même d'essayer de voir un petit peu comment on peut les suivre et les détecter. Vous allez voir qu'une fois qu'on a ça en tête, on voit leurs traces absolument partout. Et bien entendu, puisqu'ils n'ont pas laissé de traces écrites, c'est à travers leurs pratiques qu'on peut les détecter. Alors quand on regarde un relief royal comme celui-ci, très beau relief du Metropolitan Museum of Art de New York, qui vient de Ilaoun, du complexe de Sésostris II à Ilaoun, quand on regarde en fait dans les détails, vous voyez que si vous avez un dessinateur qui a fait des reliefs absolument extraordinaires, exquis, eh bien le peintre qui est venu finaliser l'œuvre, il a un peu ruiné en fait cette œuvre en dépassant des contours comme un enfant à qui on apprendrait à dessiner.
Désolé pour lui, pour ce manque de respect, mais il faut bien le reconnaître. Et ce type de trace est absolument partout. Ici, un relief que j'avais aussi montré lors d'une autre occasion à Paris, où somptueux relief de Toutmoses III, quand on regarde dans les détails, on se rend compte que là aussi, il y a des dépassements un petit peu partout. Et on se retrouve face à une opposition, où là aussi, je fais référence à l'histoire de l'art des temps modernes, on se retrouve dans une opposition que les artistes des temps modernes avaient thématisé entre ce qu'ils appellent le doctus pictor, le peintre savant, et le peniculi ductor, celui qui guide les pinceaux, en fait. Et donc vous avez des tâcherons qui sont des techniciens, qui sont des spécialistes, mais qui ne peuvent pas fonctionner seuls. Et donc, sur les kilomètres carrés de décoration réalisés par ces spécialistes, évidemment, on trouve souvent des traces de leur existence et on trouve même des traces de leur interaction. C'est ce que ma collègue et amie Anastasia Stupko-Lubinska a pu mettre en évidence dans un article dans Antiquity, où elle a pu montrer que dans des grandes théories en fait, de porteurs d'offrandes, on voyait très bien une main très assurée et une main plus faible. Et cette main assurée vient régulièrement aider la main plus faible. Donc on a clairement un maître et son apprenti. Autre exemple assez célèbre, c'est la salle des barques du temple de Séti Ier à Abydos, étudiée par Chris Eyre et John Baines, où ils ont pu mettre en évidence que les hiéroglyphes difficiles, on passe à côté, on les laisse pour le maître, ainsi que les visages. Donc il y a des éléments qui sont réservés pour le maître qui a sans doute tout dessiné, et puis les plus petites mains, si j'ose dire, font le reste. Autre indice qui nous permet un petit peu de les qualifier un peu mieux, ces artistes subalternes, ce sont les traces de restauration, ici restauration post-amarnienne au temple Toutmoside de Médine Tabou, où l'université de Chicago a relevé qu'il y avait des petites annotations en marge des représentations qui sont en fait des légendes qui aident à reconstituer les textes ou les scènes abîmées à l'époque amarnienne. Alors c'est écrit en hiéroglyphique linéaire, pas en hiératique justement, ce qui est le moyen de communication scripturale le plus utilisé dans la production artistique. Et alors, il y a cet exemple magnifique qui est en cours d'étude par Nathalie Beau. Je remercie Nathalie Beau de m'avoir fourni de la documentation et autorisé à le mentionner. Donc, au fond de la chapelle d'Hathor de Toutmoses III à Deir el-Bahari, vous avez ce type d'évocation. Vous voyez, par exemple, on a ici une disposition des hiéroglyphes qui n'est pas habituelle, avec Amon-Ré, les signes pour Ré ont été rejetés au-delà de la colonne. On a indiqué en fait ça de façon minimale. Et puis pour le dieu Amon à restaurer, vous avez la formule la plus minimaliste pour évoquer le dieu Amon ici. Alors ça veut dire quoi? Ça nous indique qu'on a affaire à des gens où il y a sans doute quelqu'un qui sait ce qu'il faut reconstituer. Il y a un maître qui vient dire là ce sera un Amon ainsi. Et puis à partir de ce petit déclencheur, vous avez des gens qui sont capables de travailler tout seuls et de faire toutes les petites plumes qu'il faut sur le corselet d'Amon, tous les détails. Mais qui n'a pas été capable ou qui n'a pas pris l'initiative de faire tout de suite cet Amon, alors que pour tout égyptologue qui a juste fait un bachelier en égyptologie, vous avez une destruction à l'époque post-amarnienne à cet endroit, avec cette forme-là, c'est sûr que c'est un Amon ainsi. Et pour un Égyptien de l'époque, ça devait être tout aussi évident. Mais on voit très bien qu'il y a des gens qui savent, et d'autres en fait qui les suivent. Donc ça nous donne un indice sur des variations de niveau d'autonomie artistique, avec des gens qui savent comment il faut faire et qui gèrent le projet artistique, et d'autres qui sont là pour les exécuter. Et de façon générale, par rapport à ce petit type d'annotation, je ne peux pas aller trop dans les détails, mais je voudrais quand même mentionner que l'art égyptien tout entier semble finalement fondé sur un système d'abréviation des informations, où on réduit ça notamment à travers le dessin, et ça nécessite évidemment une maîtrise du répertoire pour pouvoir redéployer l'information. J'ai souvent utilisé au sein de mon équipe l'idée de la compression JPEG. Vous savez, quand vous comprimez un fichier JPEG, vous jetez de l'information à la poubelle. Ben ici, en fait, on a réduit l'information. Vous ne pouvez la réétendre que si vous connaissez évidemment le corpus qui va avec. Et ce système d'abréviation, il explique, tout en facilitant en fait l'application du principe d'interréconicité que j'avais déjà évoqué lors de mon premier exposé. Il explique pourquoi chaque artiste offre sa propre interprétation d'un même thème qui a été choisi, même lorsqu'il s'agit de copies, on a des cas tout à fait clairs.
Alors un tel système présuppose aussi un apprentissage des motifs iconographiques et des motifs hiéroglyphiques, bien sûr, et on en a de très nombreuses traces. Je vous montre un très beau du Metropolitan Museum of Art de New York, et à gauche, des exercices de sculpteurs qui viennent d'Amarna, qui n'offrent pas beaucoup de sens au-delà de deux signes l'un à côté de l'autre, et qui sont en fait des exercices pour s'exercer à reproduire ces hiéroglyphes en tant que motifs. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans des erreurs, par exemple dans les tombes thébaines. Je prends ici deux exemples que j'ai déjà montrés, je prie d'excuser ceux qui m'ont déjà entendu sur le sujet. Dans la tombe 367 de Pazer, de l'époque d'Amenhotep II, vous avez un très beau texte hiéroglyphique, et quand on regarde dans les détails, on se rend compte qu'il y a des signes tout à fait inhabituels, comme ici le signe de la griffe, H32 dans la typologie de Gardiner, qui a été mal compris par un peintre, parce que c'est un signe très inhabituel, et donc il s'est dit, je prends un signe à côté, je le retourne, et ça fera l'affaire. Un autre exemple ici, qui est un clin d'œil à l'un d'entre vous qui a beaucoup d'affection pour le dieu Osiris ici présent, c'est le dieu Osiris dans la tombe thébaine 69 de Menna, une tombe somptueusement décorée à nouveau. Quand on regarde le panneau de texte, on se rend compte que le signe Hech, enfin le groupe pour écrire l'exème Hech, l'éternité, dans l'épithète maître d'éternité, devrait avoir le signe du soleil, et il était remplacé par un autre signe circulaire qui a une forme semblable mais qui est totalement fautif ici dans cet exemple. Donc ces peintres sont clairement des experts des hiéroglyphes, mais pas des hiéroglyphes en tant que signe d'écriture, des hiéroglyphes en tant qu'image, en tant que motif. Ce qui donne évidemment encore plus de sens à l'affirmation de Hirtisen qui dit « Moi, je connais les secrets des hiéroglyphes, je sais comment on compose ce type d'inscription ». Et ça suggère que nombre d'acteurs de la production artistique et monumentale pouvaient se servir de ce thésaurus, de ce corpus tout fait de motifs que sont les hiéroglyphes, mais sans pour autant savoir les lire. Et en effet, dans la production monumentale et artistique égyptienne, on a tous ces usages que l'égyptologie a souvent appelés de comique. Je fais référence ici au projet sur les funny signs de Ben Haring, que vous avez en bas à gauche. Donc ce sont des signes qui sont détournés de leur usage proprement hiéroglyphique dans un usage qu'on appelle para-hiéroglyphique, où ils vont se servir de ces signes comme des pictogrammes ou comme des abréviations pour noter des informations et communiquer entre eux in absentia. Et notamment, en particulier, ils utilisent le système de l'acronyme abjad, comme on appelle ça. Donc, on prend uniquement des signes phonétiques, c'est une sorte de pré-alphabet. Et justement, c'est assez intéressant de constater qu'aux marges de l'Égypte, ces acteurs subalternes, anonymes de la production artistique, ils sont envoyés notamment dans les mines pour chercher de la pierre, des métaux, comme ici au Serabit El Khadim, avec leur culture para-hiéroglyphique. Ils ont été en contact avec des populations levantines, et on sait aujourd'hui que le proto-sinaïtique dérive en fait d'exactement les mêmes usages. Ces Levantins ont probablement été en contact avec ces Égyptiens, se sont dit mais c'est extrêmement utile en fait ces signes. Simplement, ils les ont lus dans leur propre langue. Et donc si le signe de l'œil se lit iret en égyptien et peut noter ir ou er pour un égyptien, puisque c'est comme ça qu'on dit l'œil en égyptien, pour un sémite, ça va se dire aïn et ça va noter le son a. Et c'est comme ça que va naître le proto-sinaïtique, et c'est un sujet qui est loin d'être anecdotique, puisque le proto-sinaïtique, c'est l'origine de notre propre système alphabétique. Alors je pense qu'il faut que j'arrive par système abjad. J'arrive tout doucement à ma conclusion. Et le premier élément de conclusion, c'est que cette affirmation que nous avons vue dans le lexicon des réguptologies, on peut sortir notre bic rouge et la corriger. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'artistes au sens plein du terme dans l'Égypte ancienne. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein dans l'Égypte ancienne. Ces artistes égyptiens, ils étaient manifestement membres du tissu de l'élite égyptienne, et c'est loin d'être anecdotique parce que ce n'est pas le cas pour la plupart de leurs homologues antiques. Dans la Rome antique, c'est pas si évident que ça. Dans la Grèce antique et dans la Grèce classique, les artistes ne jouissent pas d'un statut social aussi enviable. C'est quelque chose qui est en discussion, notamment dans les textes du 5e siècle. Dans l'Égypte ancienne, l'artiste, dès le début, n'a pas à conquérir ce statut
statut particulier au sein de la pyramide sociétale égyptienne, il l'a dès l'origine. Même s'il fait partie, il faut bien le reconnaître, hein, j'adore mes artistes égyptiens, il faut bien le reconnaître, ils font partie de la frange inférieure de l'élite égyptienne. Et on constate aussi qu'ils avaient, c'est très très important, des clients et des commanditaires qui font autant partie de la royauté que de l'élite. Quand on arrivait à être un artiste pour le roi, évidemment, c'était une carte de visite, un moyen de faire monter le prix pour avoir des clients particuliers. Les artistes égyptiens jouissaient de toute évidence, me semble-t-il, j'espère que je vous aurai convaincu après cet exposé, d'une reconnaissance indiscutable, selon moi, de la part de la société dont ils faisaient partie. Et les critères de leur valorisation relevaient autant de l'expertise proprement artistique, l'iconographie, la composition, les aspects techniques, que de la connaissance savante, et qui dit savant dit religieux évidemment, dans l'Égypte ancienne. Ces artistes savants que j'ai envie, même si c'est évidemment un anachronisme, hein, de comparer aux docti pictores de la Renaissance, dirigeaient en fait une véritable task force artistique, ce que j'appelle l'Art Force, qui est composée de spécialistes. Ce sont des spécialistes, ce ne sont pas des gens qui sont pris au détour d'une rue, évidemment, ce sont des spécialistes formés comme tels, mais dont l'autonomie artistique est restreinte en dehors de leur expertise. Ils ont été formés pour faire tel type de tâches et pas toutes les autres à côté, et que l'on peut rapprocher évidemment des peniculi ductores, de la typologie des artistes de la Renaissance. Et donc on arrive en réalité à un double modèle d'action ou d'interaction qui diffère selon l'identité du commanditaire. Je reprends mon petit triangle ou trinôme agentif et fonctionnel de l'art. Si le commanditaire est un particulier, un membre de l'élite, il semble qu'en fait le réalisateur, l'artiste, négocie directement avec lui. Ça explique aussi pourquoi la qualité des productions artistiques de l'élite sont souvent supérieures à celles de la production royale. Les modalités de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Par contre, si c'est le roi qui le remplace comme commanditaire, il faut faire intervenir une véritable armée de spécialistes qui sont à la solde du roi et qui, excuserez le jeu visuel à nouveau, disparaissent dans l'ombre, évidemment, nous échappent très très largement. Alors, en définitive, l'artiste dans l'Égypte ancienne est un acteur majeur de cette société pharaonique. C'est un acteur majeur parce que c'est une société qui a à ce point investi dans l'art, peut-être le plus parmi toutes les cultures qu'on connaît. En tout cas, elle est dans le top 3 sans hésitation. L'art est très important pour la société pharaonique et donc l'artiste est aussi très important. Et même les subalternes anonymes, ils ont une importance, en tout cas aux yeux de l'histoire, très grande puisqu'ils sont à l'origine de l'invention de notre propre alphabet, de notre tradition écrite. Je vous remercie de votre attention.